Pas de miracle, hein. Je pense que le point le plus important, c'est de connaître son marché. Il y a tout qui évolue, surtout l'immobilier, qui évolue lentement, mais qui évolue quand même. Comme tu l'as dit, c'est un marché très micro-situationnel, donc qui évolue beaucoup en fonction des régions. D'une rue à l'autre, on peut avoir une grosse différence de prix. Ça, on l'a vu aussi en Valais énormément. Bien connaître son marché, je pense que c'est principal. Et investir où on connaît. Voilà. Tu le dis souvent dans tes vidéos et je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai réalisé aussi un ou deux petits investissements personnels et c'est dans des marchés que je connais. Bien que mon activité professionnelle est principalement sur Lausanne, le Gros de Vaud, mais aussi quelque chose à Yverdon et 2-3 mandats en Valais, notamment à Caen. Mais personnellement, j'ai investi où je sais, proche d'où j'ai grandi. Voilà. Ouais. En fait, c'est de la sécurité, mais ça a été un réflexe pour moi d'aborder cette stratégie et je la conseille à tout futur investisseur dans l'immobilier. Allez où vous connaissez. Même si on vous dit que peut-être à Fribourg, dans telle commune, il y a une opportunité à faire. Allez où vous connaissez l'environnement, les gens, comment ça fonctionne, comment louer ensuite, etc. Je pense que c'est le plus important. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir David Andereggen avec moi pour ce nouvel épisode. Salut David. Salut Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. C'est cool d'être venu jusqu'à Sion en Valais pour tourner cet épisode. Peut-être premièrement, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment ça a commencé, comment tu es tombé dans l'immobilier, et puis qu'est-ce que c'est ta société, donc ImmoCloud, qui est inconnue aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Exactement. Vas-y, à toi de nous raconter. Bien sûr, alors je m'appelle David Andereggen, j'ai 33 ans. À l'origine, je suis valaisan, donc je suis ici en terre connue. L'immobilier, c'est toujours un domaine qui m'a fait rêver. Je pense qu'au départ, j'idéalisais. Donc pour la petite histoire, moi j'avais fait toutes mes classes en Valais. J'ai fait aussi un apprentissage qui n'a absolument rien à voir dans l'immobilier, chez Swisscom, un apprentissage de médiamaticien, pour la petite histoire. Ah ouais. Et durant cette période, vraiment, l'immobilier, ça me fascinait parce que j'étais tout le temps dans des grands immeubles dans différents cantons de Suisse pour le compte de Swisscom dans le cadre de mon apprentissage. Et puis ensuite, terminer cet apprentissage, ce CFC, j'ai postulé beaucoup dans l'immobilier, etc. Et malheureusement, on me refusait toujours ou on ne me répondait pas. Et j'ai fait une petite analyse et j'ai remarqué qu'en fait, que c'était un domaine tout d'abord assez fermé, qu'il y avait finalement peu d'offres et beaucoup de demandes. Et du coup, j'avais une petite stratégie en place, peut-être qu'on y viendra par la suite. Et finalement, j'ai trouvé un stage dans une régie immobilière à Lausanne, une grande régie. Et puis en fait, je pensais juste faire quelques années et revenir en Valais. Et maintenant, ça fait de ça 13 ans que j'ai commencé dans ce domaine. Et puis je me suis continuellement formé durant toutes ces années. Je suis passé de stagiaire, assistant, gérant junior, gérant, chef de groupe gérance. À côté de ça, j'ai également cofondé le Suite Young Romandie, dans lequel j'étais dans le comité pilote, oui. Excellent. Dans le comité pilote pendant quelques années, que j'ai quitté maintenant pour me mettre à fond dans ImmoCloud et dans d'autres projets aussi. Ouais. Je suis également professeur à la Suite School et puis à la fin de ma période de régie, j'ai relevé un nouveau défi en rejoignant l'équipe Foxstone, donc le crowdfunding immobilier basé à Genève et actif dans toute la Suisse. Donc voilà, j'ai mis en place et géré ce département pendant un peu moins de 2 ans où j'ai appris notamment énormément sur le financement participatif dans l'immobilier et puis tout ce qui est autour en lien avec les investisseurs. Ouais, magnifique. Épisode de Foxstone d'ailleurs qui est sorti, qui est sur ma chaîne déjà maintenant. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Rapidement, donc c'est un parcours très très intéressant et j'ai très souvent cette question sur les réseaux sociaux sur comment commencer à travailler dans l'immobilier. Donc ton parcours est intéressant mais tu viens pas du tout là. A priori, t'as rien lâché, tu avais terminé médiamaticien et quand tu as terminé, après tu as directement voulu switcher à l'immobilier. Mais pourquoi ça ? Alors oui, j'ai directement voulu switcher, mais tout d'abord quand on sort d'apprentissage, tout de suite, forcément mon employeur de l'époque, soit Swisscom, me proposait du travail, chose qu'au début j'avais acceptée. C'est sûr que tu as un salaire d'employé, tu sors d'apprentissage, c'est incroyable au départ. Et en fait, j'ai fait quelques mois et ça me plaisait pas. Ça me plaisait le contact avec les gens. J'avais travaillé dans des Swisscom Shop ou dans des hotlines. Mais vu l'apprentissage que j'avais fait, qui avait plusieurs facettes, notamment de marketing, création de site internet, gestion de projet, moi c'est ça que j'aime. Je crois que depuis ce moment-là, j'aime les responsabilités. Et ensuite, je me suis dit non, mais ce que je veux faire, c'est vraiment de l'immobilier. Et du coup, j'ai démissionné. Je me rappelle de ce que m'avait dit mon manager à l'époque, mais t'as quelque chose, non ? J'ai rien, mais comment tu vas faire ? Reste avec nous.
il faisait son job finalement et il a totalement raison. Mais non, moi j'avais une idée et j'ai préféré pas avoir de filet de sécurité puis me dire non, je veux faire ça et je vais trouver un moyen de le faire. Et comme je le disais tout au départ, j'ai fait beaucoup de postulations, aucun résultat. Finalement, je me suis dit non, mais il y a effectivement peu d'offres, beaucoup de demandes. J'ai peu d'expérience, je suis jeune, j'ai à peine 20 ans. Pourquoi il faut que je trouve une solution en fait, de me différencier. Et c'est à ce moment-là en fait, où je me suis dit, mais en fait, il faut que je me considère comme un produit sur un marché. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, du coup, je me suis un petit peu marketé. J'ai créé un site internet. Alors ça fait rire beaucoup de monde, et je pense qu'il y a beaucoup de monde encore qui va rire avec ça. J'ai créé un site internet avec mon nom, et sur lequel il y avait une photo de moi professionnelle en fait. C'est une sorte de CV en ligne, avec dans une deuxième page mes compétences clés, un formulaire de contact, et puis tu pouvais télécharger mon CV en ligne. Puis avec ça, en fait, je postulais avec un CV format paysage, exactement avec le même layout que mon site, avec des cartes de visite que j'ai fait faire chez un imprimeur, etc. Et j'ai postulé ensuite comme ça, en mettant en avant forcément le site, et en quelques jours, semaines, j'avais un entretien et je me faisais engager. Et puis, je me rappelle très bien de ce premier entretien, le RH de cette grande régie nationale, hein, mais c'était le RH pour la Suisse romande que j'avais rencontré à Lausanne, me disait, mais c'est toi qui as fait tout ça? Je dis, oui, c'est moi. Non, mais t'as employé quelqu'un? Non, c'est moi. Mais il me dit, mais finalement, t'avais aucune certitude de résultat. Je dis, non, mais déjà, ça vous montre que je suis motivé, ça vous montre de quoi je suis capable, et qu'avec de la détermination, de l'envie, on peut faire des choses. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et je repense souvent à cette période, à cet état d'esprit que j'avais. Et en fait, je le mets en pratique régulièrement dans différents domaines de ma vie, parce qu'en fait, c'est un petit... c'est un état d'esprit. Le fait de tout donner, de s'investir à 100%, sans garantie de résultat, je pense que ça paye toujours, ou quasiment toujours. En tout cas, tu inspires de la confiance. Moi quand je vois quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui donne tout, qui se donne les moyens, qui s'applique, qui est convaincu, moi, je pourrais lui confier mes défis les plus importants, parce que je sais qu'il va tout donner, et qu'avec cet état d'esprit, on avance. Complètement, et c'est d'ailleurs ce que tu as répliqué juste après avec ImoCloud, quelques années plus tard. Je veux dire, tu es reparti de zéro aussi, un poste tranquille, carré. Exactement, j'ai eu effectivement un parcours intéressant où j'avais beaucoup de responsabilités aussi dans mes poches, j'étais très indépendant, donc ça me plaisait beaucoup. L'entrepreneuriat et l'indépendance m'a toujours fait rêver, j'ai toujours eu ça en moi, et c'est ce que j'avais aussi découvert un petit peu plus avec Foxstone. J'étais responsable de ce département, j'avais un objectif qui était lointain et je devais l'atteindre. Et ensuite, effectivement, avec ImoCloud, c'est exactement la même chose. On quitte un emploi et une carrière finalement entre guillemets toute tracée. On est asset manager à 33 ans. Il y a des gens qui vont sur la Lune. C'est pas non plus mais moi en tout cas j'en étais satisfait et content. Mais voilà, j'ai quitté une rémunération stable, un poste stable. En plus de ça, une visibilité sur les réseaux et dans la communauté immobilière. Voilà. Et finalement non, j'ai envie de me remettre en danger. J'ai envie de vibrer parce que c'est pour ça que je fais ce métier et c'est ce qui m'anime finalement dans tout ce que je fais. Et aucun regret alors? Absolument aucun. L'autre jour, j'ai un ami qui me disait mais oui, on t'offre X par mois, X par année, tu ne retournerais pas, même si tu as un poste passionnant. Je fais écoute, non, je ne crois pas. En fait, déjà, j'ai même pas une seule fois pensé à ça depuis qu'on a débuté l'aventure ImoCloud. Et ce n'est pas une question d'argent. Franchement, ce n'est pas une question d'argent. Et ce n'est pas du tout pour faire joli, vraiment. J'ai été choqué qu'il me pose la question. Je disais, mais non, t'es fou. T'es mon ami, tu ne comprends pas que ce n'est pas ça qui m'anime. Et donc, non, aujourd'hui, je suis vraiment content de vibrer chaque jour. Je me réveille, je mange et je dors ImoCloud, comme mes associés d'ailleurs. Magnifique, magnifique. Et du coup, alors, tu as commencé dans la gérance d'immeubles. Ça, c'est pourquoi la gérance? C'est par hasard? Alors, non, parce que j'avais déjà compris à l'époque pour moi, il y avait deux domaines principaux. Attends, mais à l'époque, c'était ma vision. Il y avait ou du courtage ou de la gestion. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais rien derrière moi, pas de coussin, ne serait-ce que familial ou autre d'un point de vue financier. Et je débutais dans le domaine professionnel, dans ma carrière. Et du coup, le courtage me faisait très peur parce que c'était en dents de scie, je ne pouvais pas me permettre et ça me faisait très peur. Au départ, c'était ça que je souhaitais faire, mais je me suis orienté vers la gérance. Et en fait, pour avoir simplement des revenus stables, je me dis, on peut gagner tant de façon stable, dans des responsabilités. Ça me faisait rêver à l'époque. Et c'est vraiment un domaine qui m'a fait rêver, qui me passionne et qui m'a passionné durant toutes ces années. C'est pour ça que j'y suis resté presque 10-12 ans. C'était vraiment
incroyable. Et surtout que j'ai évolué, et puis du coup j'ai principalement travaillé pour des grands clients importants, des banques, des assurances et autres, et des importants privés aussi, qui avaient un joli portefeuille, et aussi dans une moindre mesure des plus petits propriétaires privés dans le cadre de la gestion de leur parc immobilier. Ok. Et puis après, du coup, quand vous avez ImoCloud maintenant, explique-nous rapidement comment c'est structuré. Vous êtes 3 si je ne me trompe pas, avec des compétences différentes. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, tout d'abord, ImoCloud, c'est 3 amis. On se connaît depuis de nombreuses années. On est chacun actif dans des domaines différents de l'immobilier depuis toutes ces années. On a chacun 10 ans d'expérience. Et puis, on a toujours eu cette envie, depuis le temps qu'on échange, ne serait-ce qu'entre amis dans les années précédentes, toujours eu cette envie, ce besoin de s'investir, tout donner. Enfin, voilà, on peut même aller boire un verre le week-end et parler que de ça. Vraiment, ça nous anime et c'est une passion et ça fait partie de nous. Et puis est venue un moment l'idée de se dire, bon sang, moi je suis frustré de ça, moi j'ai envie de ça, etc. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas créer notre société, où finalement on a tous la même envie d'apporter une qualité, une vision un petit peu différente. On ne va pas refaire le monde, on ne va pas changer le monde et changer le domaine immobilier, mais on va le prendre sous un angle différent en apportant de la qualité, des compétences clés, une certaine intelligence émotionnelle, parce qu'on sait traiter avec des clients importants. On a déjà eu chacun des situations très complexes à gérer de façon professionnelle, et du coup c'est ça qu'on veut mettre en avant. Donc c'est une équipe vraiment d'amis, c'est de professionnels qui ont vraiment envie de s'engager et de tout donner, et vraiment apporter de la qualité et redonner un petit peu, redonner des lettres de noblesse, j'allais dire, mais voilà, tirer vers le haut ce métier qu'est le courtage. Après, notre mission et notre vision, nous, c'est vraiment, la première chose, c'est qu'ImoCloud est une société de courtage avec un service 360. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que nos clients qui vont vendre ou acheter avec nous entrent finalement dans ce fameux cloud et vont bénéficier de nos compétences clés. Typiquement, on peut avoir un acheteur qui va vouloir louer son appartement, le louer meublé, faire des travaux de rénovation, faire du rendement dans une plus grande mesure. On va pouvoir le conseiller, est-ce que ça vaut la peine de constituer une société pour son parc immobilier ou non, quels sont les avantages, les inconvénients. Ensuite, on peut s'occuper de la mise en valeur locative, de l'optimisation financière, etc., etc. Et du coup, l'objectif, c'est que notre client se sente bien, se sente à l'aise. On parle avec lui vraiment d'égal à égal, d'égal à égal. Et l'objectif, c'est de l'accompagner et d'avancer avec lui dans le temps. Ouais, en fait, on voit vraiment long terme. Oui, tout à fait. Et donc, toi, ton domaine à toi, parce que vous avez plusieurs compétences à l'interne, donc de domaines différents. Ton domaine, c'est la gérance. Et pour revenir un peu là-dessus, c'est quoi que tu aimes concrètement dans la gérance ? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment le métier ingrat de l'immobilier, parce que c'est de loin pas le mieux payé, hein, et c'est pas simple. Franchement, c'est beaucoup de problèmes à régler. Hein. Alors, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations complexes, et souvent, c'est des problèmes humains, et il y a beaucoup d'émotions, comme à chaque fois. Et il faut toujours comprendre ce que l'interlocuteur veut, et qu'est-ce qu'il a besoin. Parce que des fois, on est face à des gens qui vont contester un loyer initial, mais finalement, c'est peut-être pas vraiment le prix le problème. C'est peut-être comment s'est passé l'état des lieux, c'est le contact avec son gérant, c'est la visite, comment elle s'est déroulée. Il a l'impression d'être traité comme monsieur et madame tout le monde. Parfois, ça vient d'ailleurs, et parfois, c'est simplement une volonté de contester pour payer le moins possible aussi. Voilà. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce métier, aujourd'hui, je fais principalement du courtage, bien sûr. Même, ouais. Mais ce que j'ai aimé dans ce métier, moi, c'est ces situations complexes et aussi la planification stratégique avec les clients. Parce que j'avais un poste aussi où j'avais une équipe avec moi, je gérais aussi quelques bâtiments en direct et j'avais contact avec les asset managers et les clients en direct. Et le but, c'était de faire vraiment des stratégies d'investissement pour atteindre un certain rendement. Et ça inclut des travaux de rénovation, ça inclut aussi une stratégie de hausse des loyers. Comment faire ? Est-ce qu'on fait des travaux ? Est-ce qu'on ne les fait pas ? Parce qu'on doit remettre à jour les critères. Enfin, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est assez complexe. Il faut faire plusieurs scénarios et puis finalement en choisir un. Et le rôle, je pense, du bon gérant, c'est de pouvoir conseiller la meilleure des alternatives avec un conseil avisé et de dire, ben voilà, il y a ça qui est possible, moi je vous conseille ça pour telle et telle raison. Bien sûr, il y a des points négatifs, ce sont ceux-là, mais ces risques n'équivalent pas aux bénéfices potentiels. Ouais. Et voilà, et encore une fois, si on voit long terme, on gagne toujours. Donc voilà, si on essaie de faire les choses bien, en disant oui, je sais que dans 10 ans ça va payer, ben, à mon avis, c'est la meilleure stratégie à apporter. Complètement, hein. C'est pour ça qu'il faut acheter l'immobilier en Suisse. Hein.
Vous voyez à long terme, Exactement. c'est stable, c'est sûr, et ça monte. Pour quelqu'un qui commence ou qui veut commencer dans l'immobilier, toi, tu as commencé par la gérance. C'est quoi que tu recommanderais maintenant que tu as vu aussi le courtage et que tu sais maintenant ce que c'est les domaines de l'immobilier de manière générale, développement, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais? Quelqu'un qui en a vraiment aucune idée. Qui sort aussi CFC, médiamaticien, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors tout d'abord, je lui conseillerais de regarder tes vidéos. parce qu'à l'époque, ça n'existait pas et je trouve que ça ouvre un petit peu l'esprit. Ça permet de structurer un petit peu comment en fait fonctionne ce monde, quels sont les différents domaines. Et ça, c'est vraiment un plus, ce qu'il n'y avait pas quand j'ai commencé sur les réseaux. Donc ça, déjà, ça ouvre un petit peu l'esprit. Donc se renseigner sur Internet. Deuxième point, c'est de se former. Moi, je crois vraiment à la formation. Et je pense que tout d'abord, il y a des cours qui s'appellent notamment l'introduction à l'économie immobilière du SWIT. Alors, il y a aussi une équivalence à l'USPI. Et c'est vraiment de se former parce que ça va offrir et permettre d'obtenir aux candidats des compétences clés. Complètement. Mais tu vois, par rapport à ça, je coupe juste là, après on continue, mais on me dit tout le temps, ouais, mais le problème de ces formations, c'est qu'il faut toujours de l'expérience pour pouvoir faire ces formations. Et moi, je viens d'un domaine complètement différent, je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas commencer ces formations. Typiquement, Immobase ou l'introduction à l'économie immobilière, en général, c'est 1 an d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Et toi, par exemple, tu as commencé donc, par un stage. J'ai commencé par un stage, je ne savais même pas ce que c'était un bail à loyer à l'époque. Ah bah voilà. Et je me rappelle, c'était ridicule. Enfin, j'étais ridicule à l'époque et peut-être je suis toujours aussi par moment. Je doute pas trop de ça. Mais voilà. Et effectivement, je me suis formé par la suite, mais très rapidement en fait. Donc moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer maintenant, c'est pas de se dire ouais, mais c'est pas possible de commencer une formation parce que la formation me dit tu as besoin d'une année d'expérience et pour me faire engager, j'ai besoin d'une formation. Voilà, ça c'est voir les problèmes. Ouais, c'est clair. Voyons peut-être le côté positif de se dire mais écoutez, je m'inscris déjà à la formation qui est par exemple dans 6 mois et je postule en disant inscrit à la formation Immobase de la Suite School, etc. Et du coup, l'employeur se dit waouh, parce que moi j'ai déjà engagé des gens qui étaient exactement dans ce schéma et j'aime croire dans le potentiel des gens, dans l'envie, etc. Notamment dans des postes d'assistance. C'est tout à fait possible de rejoindre une équipe de gérance en tant qu'assistant en n'ayant pas de formation, mais de se dire je me suis engagé déjà pour une formation dans 6 mois, croyez en moi, vous voyez que j'ai envie, je fais un pas en avant. Et de nouveau, on revient à ce que je disais au départ, c'est le fait de s'engager, d'aller de l'avant, se dire voyez que j'ai envie, démontrer en fait, simplement. Complètement. Donc, étape 1, formation. Et ensuite, alors, par quel domaine il faut commencer? Ça dépend ce que la personne veut faire. Moi, j'adore le courtage. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime vraiment faire maintenant parce que les relations sont complexes, et les négociations sont compliquées et ça demande aussi beaucoup de connaissances. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Après, je pense que la porte d'entrée pour quelqu'un qui veut débuter dans l'immobilier, c'est d'abord commencer par assistant ou même stagiaire, quel que soit le domaine. On peut être assistant de courtier, assistant de gérance ou assistant de quelqu'un qui fait de l'expertise. J'imagine que ces 2 domaines, si on a l'envie d'apprendre, ça permet de mettre un pied dans l'immobilier. Puis après, c'est libre à chacun. Peut-être quelqu'un aura plus d'affinité avec le courtage, peut-être non, plus la gérance, et d'autres plus l'expertise. Ça, pour moi, ça, c'est propre à chacun ensuite. Et c'est quoi ton avis maintenant que tu es plus dans le courtage que la gérance? Peut-être c'est la même chose des 2 côtés. Moi, comme tu le sais, j'ai commencé par le courtage aussi, de base. Enfin, justement, j'ai jamais fait vraiment concrètement de la gérance pure, mais j'ai commencé par le courtage. Maintenant, c'est de l'expertise. Mais dans le courtage, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est les courtiers. C'est le niveau de formation des courtiers, c'est l'intérêt vraiment des courtiers dans l'immobilier. Il y en a quand même beaucoup qui sont là que pour le côté lucratif du métier, même si quand vous êtes incompétent, il n'y a pas tellement de côté lucratif du métier. De toute façon, c'est les plus compétents seulement qui sont vraiment bien rémunérés. C'est quoi ton avis par rapport à ça ou à la formation de manière générale dans ce domaine-là? Alors pour moi, la formation dans ce domaine, moi j'ai un parti pris, je suis sous le drapeau Suite. Comme je te dis, je me suis tout le temps formé continuellement ces 10 dernières années chez eux. J'adore la qualité de leur formation et moi je crois vraiment en ça. En plus, comme je te l'avais dit, il y a quelques années, on avait cofondé, c'est un grand mot, mais je faisais partie du comité pilote pour le Suite Young Romandie, donc, qui est finalement une association du Suite Romandie. J'en fais partie d'ailleurs. Pour les jeunes. J'ai vu, j'étais pas au dernier événement à Genève, malheureusement. Mais j'ai vu, et c'est très bien. Et en fait, cette association permet aux jeunes, justement, de réseauter, de créer un réseau, parce qu'on était parti d'un postulat simple. C'était qu'en fait, si on n'est pas
un vieux de la vieille, entre guillemets. C'est difficile de connaître un bon architecte à Genève, de connaître un bon expert en Valais, etc., etc. Et le but, c'est de créer ce réseau pour que notre nouvelle génération puisse s'entraider et avancer ensemble et créer de la valeur, en fait. Ouais. Et j'ai perdu le fil de ta question, je m'excuse. C'était le côté formation du courtage immobilier. Voilà, donc moi, j'y crois à 100% parce qu'en fait, le problème, et c'est pour ça qu'on a mauvaise presse, finalement dans tous les domaines de l'immobilier, mais principalement le courtage, parce que moi qui ai vu aussi la gérance, on n'est pas tellement mieux vu, je te rassure. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a eu des abus dans le passé, un peu des gens qui n'étaient pas formés, des cow-boys, et puis qui ont vraiment fait... qui n'ont pas fait un travail de qualité, en fait, simplement. Et que du coup, ce n'est pas dans l'intérêt de l'acheteur et ce n'est aussi pas dans l'intérêt du vendeur. Parce que quand on connaît la complexité de ce domaine, les servitudes, les droits d'option, les droits de réméré, etc., enfin, je ne vois pas comment quelqu'un qui ne connaît pas le domaine peut vraiment conseiller et expliquer ça aux gens. On n'est pas obligé d'étaler notre science, si tu me permets l'expression, mais il faut qu'on sache expliquer de façon simple aux gens, en vulgarisant, de se dire, ben voilà, si vous faites ça, ça va plus ou moins prendre tant de temps, voici les implications, et ça coûte tant. Et je vous conseille plutôt, pas faire ça, mais faire cette autre alternative. Et je pense que c'est ce conseil qui manque, et ce conseil passe où ? Par un certain nombre d'expériences approuvées par le métier, c'est-à-dire on peut voir un courtier sur les réseaux pendant 2-3 ans, mais après il disparaît. On ne le voit plus, on ne sait pas où il est passé, etc. Et ça, c'est le problème des gens, je pense, qui ne sont pas formés et qui cherchent le bénéfice à court terme. Et c'est pour ça que moi, je crois en la formation, parce que quand on est formé, quand on a les clés, quand on a les codes, on sait expliquer. Après, bien sûr, à la formation technique et académique, il faut des compétences sociales et savoir expliquer aux gens et savoir travailler et avancer avec eux. Ouais, c'est clair. Si tu savais combien de fois j'ai fait des visites, moi, avec des courtiers, et que je dis est-ce qu'il y a un droit de préemption sur la place de parc dans le garage, et qu'on me dit un quoi? Et je dis non mais sérieux, c'est pas possible. C'est triste et c'est inquiétant en fait. C'est inquiétant, mais maintenant, moi qui suis vraiment dans ce domaine quasiment à 100% depuis le début d'ImmoCloud, en fait, je suis étonné du nombre de mandats qu'on récupère, entre guillemets. Enfin, on arrive 6 mois après la concurrence sur certains mandats parce que le client a entendu parler de nous. Et puis, on fait notre travail, on fait des photos, etc. On fait aussi une estimation, enfin bref. Mais on le vend en 2 mois. Et j'ai eu 4 cas qui se sont passés comme ça. Et on parle de villas individuelles à plus d'1,5 million, ou d'appartements, rooftop, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la période qu'on vit, c'est peut-être pas forcément ce qui a le plus d'attrait chez le public acheteur, ce qui est faux, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on arrive 6 à 8 mois après la concurrence et on arrive à faire la différence. Mais au début, j'ai cru que c'était un coup de chance. Coup de chance, on vient de démarrer la société, c'est un coup de pouce du destin. Mais au bout de la 4e fois, je me dis, il y a quelque chose qui change. On fait quelque chose de différent. Et je pense que ça passe par la formation et les capacités de savoir exprimer ce qu'on sait. Complètement. Comment est-ce que c'est, alors de l'intérieur maintenant, pour les personnes qui sont intéressées par l'investissement ou par l'achat immobilier maintenant, potentiellement la vente, qui hésitent à vendre peut-être, comment ça se passe depuis l'intérieur dans le courtage? Tu m'as dit que vous avez lancé ImmoCloud il y a 1 an et demi, 2 ans? 1 an et demi, 2 ans, effectivement. Pile le mauvais timing. Alors, oui et non. Alors, c'est ce que disent certaines personnes. Effectivement, j'aurais préféré lancer ça juste avant le Covid parce que là, c'était la folie des prix, des dans une station de ski. Voilà, donc, c'était un meilleur moment. Mais je dirais pas qu'il y a 1 année et demie, 2 ans, c'est le mauvais moment. C'était un petit peu mieux avant. Mais je suis sûr qu'on est dans une période où aussi le marché et la concurrence va s'épurer au fil du temps. Parce qu'on est dans un environnement qui est un petit peu plus, une conjoncture qui est un petit peu plus complexe, en tout cas moins facile qu'avant. Et notre devoir en tant que courtier, c'est d'arriver à expliquer aux potentiels acheteurs, qui sont notamment intéressés par du rendement, de leur dire et arriver à leur expliquer que c'est pas parce que les taux ont monté que c'est absolument pas le moment d'investir. Dire non, c'est pas le bon moment, j'attends. C'est vraiment pas le moment d'investissement immobilier. J'ai souvent cette réflexion. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas la vision 360 du domaine, de pourquoi en fait ce taux il a monté et pourquoi en fait, de façon historique, ça reste comme un bon moment. C'était mieux il y a 2 ans, bien sûr, vous auriez peut-être dû, mais historiquement aujourd'hui ça reste quand même un bon moment. C'était mieux il y a 2 ans, mais voilà. Et du coup je pense que notre rôle de courtier formé, qui savons expliquer les choses,
c'est d'arriver à leur faire comprendre qu'en fait, il y a différents facteurs, qu'historiquement, les taux hypothécaires sont plutôt à 5%, et qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est tout à fait normal, et même c'est encore intéressant. Et j'essaye de leur expliquer, c'est ce que tu dis dans plusieurs de tes vidéos, ce qui est très juste, c'est qu'avec cette LAT qui a été votée, il y a de moins en moins de surface constructible, plus en plus de monde en Suisse, donc l'un dans l'autre. C'est sûr qu'à 10-15 ans, votre bien immobilier vaudra plus. Faut-il encore l'acheter au juste prix ? Ouais. Mais c'est sûr et certain que ça reste une valeur refuge et que ça vaut la peine d'acheter, d'investir et d'investir dans la pierre. Et j'ai expliqué ça récemment à une cliente la semaine dernière encore. Elle me dit « Oh non, mais moi pour l'immobilier, je ne vois pas si loin. Je ne vois pas à 10 ans, moi je vois plutôt à 3 à 5 ans. » Ah ouais. Ouais, j'étais là, bon, bah... Faut acheter des bitcoins, là, plutôt. Ouais, et encore, j'étais là, bon, ben... Ouais, elle est dans un paradigme qui est différent. Elle pense avant, où on achetait quelque chose au prix, on le revendait dans 3-4 ans, on se faisait un petit pourcentage, et puis voilà. Ouais, c'est clair. Mais clair. il faut voir un petit peu plus long terme. Mais je vois ça aussi, aujourd'hui, il y a quand même une situation qui offre des opportunités qu'il n'y avait pas il y a 2 ans aussi. Dans le sens où, certes, avant, il y a 2 ans, tu fixes à 10 ans le taux, machin, tu as 0,8, 1, c'est intéressant. D'accord. C'est pur calcul de cash flow à la fin, c'est intéressant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais il y a plus d'objets disponibles sur le marché par rapport à il y a 2 ans. Ça, on l'a vu quand même. Il y a une augmentation du stock, ce qui est très bon, parce qu'avant, c'était pas normal. Franchement, il y a 2 ans, c'était pas normal. En station de ski, d'ailleurs, que j'étais dans le courtage encore résidence secondaire, on a vu dans la station dans laquelle j'étais, on est passé de 550 objets à vendre à 150. Quoi. Et comme ça, c'est ridicule. Et il y avait plus aucun sens. Et aujourd'hui, on a regagné un petit peu de stock, donc un petit peu aussi de choix pour l'acheteur. Peu plus de choix pour l'acheteur, et aussi un effet de levier sur ok, bon, bah, on peut un peu plus négocier, un peu plus discuter. Et je pense aussi que dans la période maintenant de renouvellement des taux pour les vendeurs, certains vendeurs qui n'auront pas du tout planifié dans leur budget de passer de 0,8 à 2,8, eh ben, ils vont se retrouver dans une situation, ils vont dire bon, bah, c'est mieux pour moi de vendre. Exactement. Et c'est pour ça que, quand on me dit vous avez lancé la société au mauvais moment, moi je ne suis pas vraiment sûr, parce que si on voit à court, moyen terme, c'est sûr que des gens, des propriétaires qui ont peut-être une résidence secondaire ou autre, se disent bon, j'avais effectivement un taux à 0,8, 0,9 ou 1, là maintenant je suis presque à 3, je fais quoi ? Ça m'ennuie de garder ça, c'est des charges, etc. Et du coup, ça va motiver la vente. Et la conséquence, c'est qu'il y aura de plus en plus d'objets en vente, du coup, de la concurrence. Qui dit concurrence, c'est que voilà, si au bout d'un moment, si on veut vendre ou qu'on a besoin de vendre, ben on doit faire un effort sur le prix. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'aujourd'hui, les prix sont surévalués. Je pense pas, nous on le voit, on est au prix, c'est juste qu'il y a un peu une fébrilité de la part des acheteurs, parfois par manque de connaissances, par rapport à cet achat, en disant oui, mais c'est trop cher. Du coup, des fois, ils font des offres à moitié du prix, mais en fait, non, pas du tout. En soi, aussi par rapport à ce que tu viens de dire, pour l'acheteur, le manque de connaissances de l'acheteur, ce qui est parfaitement normal, c'est pas des pros de l'immobilier. Ça rajoute aussi de l'importance au métier de courtier. Et donc ça rend même plus intéressant le métier de courtier, parce qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi, je veux dire, il n'y a pas tellement besoin de discuter. Tu dis écoute, il faut acheter, de toute façon ça te coûte rien. Donc tu empruntes tout ce que tu veux le maximum possible, ça te coûte rien. Mais là maintenant, tu as un peu plus de réflexion. Peut-être une réflexion un peu plus macro, big picture, ok, le marché immobilier il est comme ça aujourd'hui, tout le logement vacant c'est ça, on va dans cette direction-là, dans la région ici ça se développe comme ça, donc ça c'est intéressant, ce qui rend aussi plus intéressant pour toi, pour les courtiers, et qui fait la différence après entre un courtier qui est intéressé par l'immobilier, qui se renseigne vraiment, qui a l'actualité, à sa formation, au courtage immobilier en général, et le courtier qui s'en fout complètement. Tout à fait. C'est là où on peut faire la différence. Ouais. Et c'est là où on fait la différence, en fait. Comme je le disais avant, on arrive après des concurrents et on vend 2 mois ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 6-8 mois. Et puis ça, c'est une histoire qui s'est répétée. Donc en fait, on voit qu'on arrive à expliquer, à présenter les choses, à amener les problèmes en tant que finalement opportunité, toujours de façon totalement honnête. C'est comme quand je fais ce travail, quand je fais mon travail, c'est comme si je conseillais un ami ou quelqu'un de ma famille. C'est-à-dire non mais attends, je t'assure que ça vaut la peine parce que, etc. Et oui, ça apporte de la valeur, et je pense qu'aujourd'hui on est dans une période un petit peu charnière qui va nous permettre d'élever un petit peu ce métier, en tout cas de le faire mieux voir, nous positionner plus comme partenaire d'un projet
plutôt qu'un courtier qui est là pour prendre son argent et disparaître. C'est pas du tout le cas. Encore, la dernière fois, je fais une petite parenthèse. Donc j'ai vendu il y a un mois et demi, 2 mois, un très joli appartement sur les Hauts de Lausanne. Et il y a eu des négociations intéressantes, c'était un très bel objet avec une vue magnifique, etc. Et puis, la semaine dernière, je prends le métro pour aller sur les hauts de la ville, enfin bref. Et dans le métro, qui était bondé, je croise l'acheteur, avec qui j'avais eu un très bon contact, comme avec la majorité de nos clients, et avec qui on avait beaucoup discuté sur leurs projets, etc. Et j'ai vu que ça lui faisait plaisir de me voir. En tout cas, j'ai eu cette impression, et ce plaisir était partagé. Et du coup, on s'est rejoint au milieu du métro, malgré qu'il était bondé. On a discuté, comment ça va la terrasse, est-ce que vous avez pu mettre les toiles de tente, etc. Et en fait, on a discuté, et j'ai loupé 3 arrêts de métro. Et pour moi, ça, c'était très satisfaisant. Je me suis dit, c'est pas la plus grosse vente qu'on a effectuée, mais finalement, je trouve que c'est le plus beau des succès, parce qu'on a ce lien avec l'acheteur, ça nous a fait plaisir de discuter ensemble, et je vois que finalement, je l'ai bien conseillé, que les choses que je lui ai dit qu'il pouvait le faire, notamment en lisant le règlement PPE, en me renseignant avec l'administrateur, etc., il a pu les réaliser. Donc, en fait, il se sent confortable. Et ça, je pense que lui, maintenant, est content, et qu'il aura aussi du plaisir à nous conseiller à ses amis, ses contacts qui vont peut-être un jour vouloir vendre leur bien immobilier en disant j'ai un partenaire fiable, honnête, compétent, qui saura vous donner des bons conseils. Ouais, bouche à oreille, très important. Voilà, exactement, c'est ça. Et pour un propriétaire aujourd'hui qui veut vendre, qu'est-ce que tu recommanderais de vérifier pour sélectionner le courtier? Parce qu'il y a la concurrence, il y a le choix. Mais aujourd'hui, c'est quoi les critères, grosso modo, qui font un bon courtier pour quelqu'un qui n'en a aucune idée? Alors, quelqu'un qui n'a aucune idée, un propriétaire foncier qui cherche un courtier performant dans sa région, qui a des connaissances aussi locales, moi, je lui conseille tout d'abord de regarder sur le site internet les références finalement. Même qu'il n'y a certainement pas toutes les références, ça prend du temps de mettre à jour, etc. Mais regardez, quelles sont les références et quel est le positionnement du courtier sur internet? Est-ce qu'il y a des votes sur lui, ne serait-ce que sur Google ou sur LinkedIn? Et je pense que ça, c'est important, parce qu'un courtier qui va s'afficher, qui va finalement un peu se mettre à nu, montrer ce qu'il fait, faire des vidéos notamment, pour moi, c'est important. Et c'est un signal d'engagement. C'est un signal de transparence et de confiance. Parce que finalement, si, par exemple, nous, on fait des vidéos sur LinkedIn, on fait des vidéos, etc., je suis sûr que ça nous permet de gagner en confiance auprès de certains clients qui ne sont peut-être pas venus par ce canal-là directement. Mais il va dire, bon sang, les gars, ils s'engagent, les gars, ils se montrent, enfin, ils mouillent la chemise, en fait. Il explique des trucs, ça se voit qu'il connaît. Voilà, ça se voit qu'il connaît. Et finalement, s'il ne m'offre pas le service qu'il me promet, dans le cadre du mandat confié, tout ce qu'il dit, ça tombe à l'eau. Ouais, ça ne marche plus. Et en fait, ça donne en fait aux clients la possibilité de, pas détruire, mais disons de faire tomber une société ou un courtier. C'est-à-dire que si après, s'il vient me dire sur tous les réseaux, me commenter que ce qu'on fait, en fait, c'est pas vrai et puis que ça va pas du tout, ben, c'est un mauvais signal. Au contraire, on a plus le cas contraire, où on a certaines personnes, clients, vendeurs, qui ont vu ce qu'on faisait, qui viennent liker presque chacun de nos posts, etc. Donc c'est intéressant. Donc pour reprendre ta question et de répondre clairement, je conseillerais de regarder tout d'abord ce que fait le courtier sur les réseaux, ses références, voir s'il est actif. S'il n'est pas actif, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Mais ça peut en tout cas déjà être un signal. S'il y a des mauvais commentaires ou s'il est absolument absent de la toile, c'est quand même un mauvais indicateur. Ouais. Parce que pour vendre, je pense qu'on doit être quand même un petit peu affûté d'un point de vue marketing, savoir comment mettre en valeur les biens. Je pense que ça commence par la mise en valeur, entre guillemets, de soi-même, en tout cas de ses compétences pour vendre. On doit d'abord se vendre nous, avant de pouvoir montrer aux clients qu'on peut vendre son bien. Ouais, c'est clair. Tu as déjà eu des mauvais retours sur les vidéos que tu faisais ou des commentaires négatifs? Alors, des haters? Des haters, non, très peu. Je pense que ils s'affichent moins, vu que en fait, nous, on communique beaucoup sur LinkedIn, c'est notre média. Ouais. Nous, Instagram, c'est secondaire. Donc, en fait, le public cible est un petit peu plus formé et déjà en fait ciblé. On s'adresse plus à des professionnels du domaine. J'ai pas eu vent d'haters. J'ai eu des commentaires, bien sûr, surtout au départ. Quand les vidéos, on n'avait même pas de micro, etc. Enfin, franchement, la qualité était pas bonne. Mais volontairement, ces vidéos, on les trouve sur notre site ou encore sur nos LinkedIn. On les efface pas, parce que ça fait partie du jeu. Bien sûr, c'est clair. Et c'est joli. Donc non, mais quelqu'un nous avait dit non, mais franchement, acheter un micro, ça va pas. On s'est dit ouais, peut-être qu'on doit acheter un micro. Et en fait, il y a eu des bons commentaires comme ça. Oui. Ouais. Et récemment, j'ai publié une vidéo où je fais une erreur dans ce que je dis.
alors qu'en fait, c'est une erreur classique. Enfin, lambda, c'est le truc sur lequel tu peux pas te tromper. C'était quoi? En fait, c'était l'amortissement sur une durée de 15 ans. Je dis qu'on doit amortir sa dette de 2/3 sur 15 ans, alors qu'en fait, c'est 1/3. Ah ouais, ok. Et en fait, c'est une erreur Ça de va. base. Ouais, mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a peu de personnes qui l'ont vu, Ouais. mais quand même, je l'ai pu. Enfin, déjà pour moi, ça m'a fait comprendre que je suis tellement concentré à essayer d'expliquer ça bien, de rester dynamique, de pas dire de bêtises, attention à la lumière, de filmer au bon moment. Enfin, bien cadré, voilà, machin. bien cadré, tout ça. Tu sais ce que c'est. Bien que je sois aidé par mes associés qui font aussi un énorme travail par rapport à ça, et je les en remercie. C'est compliqué. Et en fait, tu es tellement perfectionniste sur les détails que des fois, le corps t'oublie, tu fais une erreur de base dans ta diction en fait, parce que tu connais techniquement. Donc voilà, donc j'ai eu des commentaires par rapport à ça, qui m'écrit sur LinkedIn, salut David, écoute, ça m'étonne un peu ce que tu as dit, oh mon Dieu, tu as raison, excuse-moi, on va corriger, etc. Donc voilà. Tu as supprimé, tu as refait une autre? Non, parce qu'en fait, j'avais décidé finalement de la laisser. Ah ouais? J'ai dit, écoute, c'est dommage, elle est publiée depuis plusieurs semaines. Ah bon, ouais. Voilà, c'est pas grave. Et j'ai pas de problème de l'exprimer parce qu'en fait, les erreurs, ça fait partie du jeu. Complètement. Et du coup, maintenant, on essaye d'appréhender ce qu'on fait d'une meilleure façon pour éviter ces petites erreurs. Mais c'est la seule jusqu'à maintenant. Mais pas de haters, pas de vraiment de mauvais commentaires. En tout cas, public. Je pense que derrière, ça doit effectivement parler, comme toujours. Ouais, alors ça, je n'ose pas imaginer. Mais tu sais, moi, je m'étais dit au début, vas-y, je publie beaucoup. Et puis, si j'ai des professionnels immobiliers qui commencent à venir m'écrire, ouais, arrête tout de suite ce que tu fais, t'es vraiment une merde. Voilà, bah, franchement, je pense que j'aurais arrêté. Mais j'ai jamais eu ça en fait. J'ai que toutes les personnes qui me corrigent ou qui m'écrivent des commentaires vraiment haineux, j'en ai moi, pour le coup, c'est des gens qui connaissent rien à l'immobilier. Ouais. Du coup, ça me fait marrer. C'est soit des Français qui comprennent pas que je parle de la Suisse, donc bon, ça, ma foi, c'est pas ma faute. Ils prennent pas le temps de se renseigner, voilà. Soit c'est des gens qui n'y connaissent rien, ils me corrigent faux. Et puis là, je me dis, mais c'est quand même incroyable, il faut être gonflé. Quoi. Moi, je n'aurais pas l'idée d'aller voir des vidéos d'un gars sur Internet. Je ne connais pas son domaine, mais je lui corrige un truc faux et parfaitement sereinement. Et les mecs qui font ça, en fait, ils écrivent en commentaire et ils l'écrivent tellement sereinement que tu commences à te douter de toi-même. Ouais, tu dis, mais vrai, je vais reprendre mes bouquins, mes notes. Tu dis, non, mais j'ai raison. Après, est-ce qu'il y a peut-être une jurisprudence qui fait que. C'est ouf. Évidemment, non, c'est faux. Ils croient y savoir. C'est principalement sur quel réseau que tu as ça ? Ouais, ça m'est arrivé sur Instagram. Ouais, Instagram, je pense. TikTok, c'est un peu space. Franchement, c'est pas la meilleure plateforme. Enfin, je trouve que c'est pas là que tu crées vraiment une communauté. Mais ouais, je pense que un des commentaires sur Instagram qui m'a vraiment fait marrer, c'était une dame qui avait vu une vidéo qui avait bien marché. Vraiment, j'ai dépassé 500 000 vues. Et elle a écrit « Encore un putain de Français qui veut nous expliquer comment ça marche en Suisse ». Je me suis dit, pire incroyable quoi. Elle prend même pas la peine avant d'écrire ça de au moins cliquer sur mon nom et d'aller voir. Je veux dire, j'ai 3 drapeaux suisses, machin, c'est écrit brevet fédéral. J'ai l'adresse en Suisse de mes bureaux. C'est ridicule, c'est aberrant. Mais voilà. Non, mais c'est excellent de faire ça. Hein. Ça fait partie du jeu. Après, voilà, moi je suis prêt. Moi, au début, quand on a commencé ces vidéos, je me rappelle, j'avais croisé quelqu'un que je connais professionnellement qui me dit, ouais, mais tu sais, ça va parler, ça va dire des choses, il n'y a pas tout le monde qui va aimer. Je dis oui, mais enfin, tu crois que je suis étonné, c'est normal. Je suis prêt à ça. Du moment où tu t'affiches, il faut être prêt à ça. Et voilà, on invite plutôt les gens à nous donner des commentaires parce que le but, c'est toujours de se remettre en question, même dans notre travail ou dans tout, dans nos relations, même entre associés, dans tout le monde en fait. C'est toujours de se réfléchir comment est-ce que je peux faire mieux. Exactement. C'est quoi la suite maintenant à partir d'aujourd'hui pour ImmoCloud ? Alors, ImmoCloud, tout d'abord, parlons du récent passé. Ça fait à peu près 1 année et demie qu'on a débuté, donc on est très content. On voit que le bouche à oreille fonctionne. On a déjà commercialisé 5 promotions. J'aurais jamais pensé. En 1 an et demi, c'est bien. En 1 an et demi, c'est vraiment top. On en a encore 2 en cours, 3 qui ont été un succès. On en a d'autres là qui vont arriver, de beaux projets dans des régions vraiment très intéressantes. Donc je me réjouis de ces derniers 6 mois. Magnifique. De cette année. Et puis ensuite, la suite, c'est vraiment de continuer, d'avancer, de voir où aussi vont nous mener ces vidéos, parce qu'on voit que on a eu 2 clients qui sont venus uniquement par ce biais-là. Donc ça, c'est tout d'abord intéressant. Je ne pensais pas qu'on aurait ce ratio rapidement. Tout d'abord, les vidéos, on les fait par passion, par engagement, pour montrer qu'on est sincère et
On le fait pour ça, pour Je créer devrais aussi faire du courtage. Hein. une vitrine. Hein? Je devrais faire du courtage. Hein. Bah oui, bah, pourquoi pas. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être que moi je ferai de l'expertise, on ne sait pas. Et du coup, vraiment, le futur, c'est de continuer dans cette voie, de continuer à créer cette marque, cette identité. Comme je le disais au départ, nous, on joue long terme avec des intentions qui sont nobles. Finalement, c'est de faire de la qualité, apporter de la valeur et avancer avec les gens. Et vraiment, c'est du long terme et je pense que c'est difficile de te donner un plan très précis parce que je pense que l'objectif, c'est d'avoir cette vision, de continuer bien sûr exactement ce qu'on fait. Le courtage avec le cloud pour nos clients, on va pouvoir donner des conseils, faire du consulting, faire de la mise en valeur locative, le conseiller sur des objets off-market parce que ça aussi, on a un réseau très large parce que voilà, moi qui viens du Valais, qui ai travaillé à Lausanne et qui est aussi à Genève, on a un réseau très large et mes associés également qui viennent de d'autres régions. Donc ça, c'est un plus. Donc je pense qu'il faut voir long terme et puis voir comment la société, l'entreprise ImoCloud va évoluer, qu'est-ce que va demander le marché. Et je pense qu'on doit avoir cette flexibilité que certains gros groupes, peut-être, de courtiers ou d'autres domaines, n'ont pas. C'est-à-dire qu'on va voir, ah ben tiens, les vidéos, ça paraît intéressant, ça paraît important d'en faire maintenant, on doit avoir une présence sur les réseaux sociaux, go, on le fait. Ouais. Pas besoin de 15 échelons, demander. C'est clair. Non, ok, on fait, on y croit, ok, qui fait, comment, papa, on met quelque chose en place et rapidement, en quelques jours, on actionne. Ouais. Et on s'adapte au marché, à ce que veulent les gens et ce qu'il y a besoin. Et voilà, c'est d'avancer dans ce sens-là et tout en prenant en compte aussi toute cette digitalisation, en l'intégrant de façon intelligente dans nos processus pour vraiment apporter cette plus-value et gagner encore plus en efficacité. Ah, magnifique, ouais. Vous voulez vous agrandir aussi à moyen terme avec ImoCloud, engager, etc. Ou bien pour le moment, c'est pas du tout dans le... Alors c'est clair que ça fait partie des plans futurs. C'est sûr, on n'est pas pressé. Disons qu'on ne va pas se dire à telle date, il faut qu'on engage quelqu'un. Non, c'est le business flow le deal flow qui va déterminer ça. Ce sera un défi. Ça arrivera, c'est sûr. On veut le faire, mais on ne se met pas de pression par rapport à ça. Pour nous, le plus important, c'est faire de la qualité, gagner de nouveaux clients, conserver ceux qu'on a déjà en les accompagnant, en fournissant de la qualité, en faisant des partenariats vraiment de long terme. Mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va devoir engager, ne serait-ce que peut-être que pour la partie gérance, où on a déjà quelques bâtiments et quelques biens à gérer pour le compte de clients avec qui on collabore pour du courtage. C'est toi qui gères ça pour le moment? C'est mon associé, c'est Mathis, qui est vraiment, c'est lui qui a fait le brevet, aussi de gérant, puis il a fait son diplôme qu'il a réussi récemment. Ah, il a fait gérance aussi, lui? Il a fait gérance aussi, oui. Okay. Et l'autre, il a le brevet de courtier. Okay. Et Mathis a aussi fait le diplôme, finalement, qui chapeaute tous ses brevets. Qu'il a réussi sans aller au cours d'ailleurs. Ah ouais, non, bravo Mathis. Ouais, bravo Mathis. Tu veux faire le diplôme toi? Sacré, non. Il me disait, ouais, fais avec moi. J'ai plein d'autres amis qui l'ont fait aussi, qui me disaient, ouais, viens. Et finalement, j'ai dit, mais pourquoi? Moi, j'ai besoin d'avoir un but. Et bien que je trouve que c'est une super formation, que ça apporte beaucoup, moi, je ne voyais pas concrètement ce que ça allait m'apporter. Okay. J'ai plutôt envie de m'engager dans une nouvelle aventure, être 100% libre de mes actions, pas avoir un autre engagement, parce que voilà, j'ai envie de pouvoir tout donner pour ImoCloud, pour nos clients, et travailler jour et nuit s'il y a besoin. Voilà, je ne me vois pas bloquer 2 mois de ma vie pour réviser. Clairement. Voilà, c'est le problème que j'ai maintenant. Alors, je comprends, mais chapeau, on en avait parlé brièvement au téléphone, et chapeau, et c'est un beau défi. Après, l'avantage, c'est qu'il y a certaines matières que tu as déjà faites et validées avec ton précédent brevet. Donc, j'ai moins de cours, mais quand même trop de cours. Ah ouais. je comprends le courage. En tout cas, bon, je pense que tu auras des gens qui pourront t'aider, qui sont déjà passés par là, qui pourront te donner des tips ou des notes de révision ou autre. Je vais regarder mes vidéos pour réviser. c'est déjà pas mal, en tout cas. Enfin, voilà. Je pense que tu n'as pas besoin de conseils, mais si une fois tu as besoin d'un coup de main pour la gestion, je suis aussi là pour te donner un coup de main en toute amitié. Cool. Merci. Donc voilà. Donc ouais, potentiellement futur agrandissement, pas bien sûr, l'urgence. On engagera du monde, je pense, à moyen terme. C'est une étape qui sera nécessaire, dans laquelle on se réjouit. Après, il faudra aussi le faire bien, voir comment on fonctionne, pour quel domaine ce sera. Parce que pour nous, le but, c'est de garder de la qualité, toujours. C'est de garder l'identité et les valeurs d'ImoCloud. Pour nous, c'est le plus important. L'éthique, la qualité, l'engagement à 100%. Après, quand on a un collaborateur, on ne peut pas lui demander de travailler autant que nous. Et ce n'est pas du tout ce qu'on attend, mais quelqu'un qui ait les bonnes valeurs et qui ait envie d'apprendre et d'avancer. Donc ce sera le principal cahier des charges.
Tu as envie, Parfait. tu as comme une formation de base, tu as envie de t'engager, ok. Alors nous, on s'engage à te former, à avancer avec toi. En contrepartie, on demande aussi de l'implication. Et voilà. Mais oui, je me réjouis que l'aventure continue dans ce sens-là. Magnifique, c'est top. Un petit mot encore sur, parce qu'obligatoire, sur l'évolution du marché immobilier, des prix de l'immobilier, des taux, etc. Comment est-ce que tu vois la suite, toi qui es dedans à l'intérieur tous les jours dans le courtage, que tu vois passer des financements tout le temps, que tu vois passer les prix, l'évolution des prix, l'évolution de la demande. Comment est-ce que tu vois la suite? Est-ce qu'il y a un plafond, à ton avis, dans des prix de l'immobilier en Suisse? Ou bien est-ce que c'est, OK, le benchmark, c'est Genève, c'est Zurich, toi qu'on n'est pas partout à ce niveau-là, ça continuera de monter? Alors, tout d'abord, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Comme il y a beaucoup cette question est posée à beaucoup d'acteurs du domaine immobilier. En fait, personne ne sait ou peut savoir. Ça dépend de tellement de facteurs. Par contre, d'un point de vue purement immobilier, je pense que tout d'abord, les marchés, c'est des marchés qui sont régionaux, voire locaux. On est dans des micro-marchés et le prix d'un bien va pouvoir dépendre de ce qui va se passer en fait d'un point de vue peut-être communal, une nouvelle infrastructure qui va arriver dans 2 ans, ça va faire monter les prix, etc. Et on sait que les prix vont monter peut-être un petit peu plus vite. Je pense qu'il serait faux de dire que le benchmark, c'est les prix au mètre carré de l'appartement PPE à Genève ou de Zurich, etc. Je pense que ça c'est faux, que c'est vraiment local et que les prix d'une façon générale vont continuer à évoluer gentiment et de façon évolutive au fil des années. Ça, c'est ma vision. Après, par rapport à tout ce qui est taux, financement et l'inflation qu'on connaît actuellement, je pense, et c'est aussi ce qui ressort des principaux rapports des banques ou autres, c'est de se dire que les prochains trimestres, ça va continuer à évoluer un petit peu, continuer à avoir une tendance haussière, notamment auprès de l'inflation, des taux hypothécaires et autres, avant de se stabiliser un certain temps, pour ensuite vivre une période qui fait bizarre à dire, une période de déflation légère, je pense. Mais voilà, et on sait que la déflation, ça fait plaisir à personne, sauf finalement au domaine immobilier, parce que l'argent devient tout de suite plus liquide, et du coup, un accès à la propriété qui sera peut-être, je dis bien, plus simple. Mais ça, c'est que des spéculations. Je pense que je ne suis pas assez un expert dans le domaine pour pouvoir en parler avec certitude, mais en tout cas, c'est ce qui ressort des tendances et des rapports que je peux lire. Ouais, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Je pense que le point le plus important, c'est de connaître son marché. Il y a tout qui évolue, surtout l'immobilier, qui évolue lentement, mais qui évolue quand même. On a aussi, je pense, comme tu l'as dit, c'est un marché très micro-situationnel, donc qui évolue beaucoup en fonction des régions. D'une rue à l'autre, on peut avoir une grosse différence de prix. Ça, on l'a vu aussi en Valais énormément. Donc voilà, bien connaître son marché. Et je pense que c'est le principal. Et investir où on connaît. Voilà, tu le dis souvent dans tes vidéos et je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai réalisé aussi 1 ou 2 petits investissements personnels et c'est dans des marchés que je connais. Bien que mon activité professionnelle est principalement sur Lausanne, le Gros-de-Vaud, on a aussi quelque chose à Yverdon et 2-3 mandats en Valais, notamment à Cran. Mais personnellement, j'ai investi où je sais, proche d'où j'ai grandi. Voilà. En fait, c'est de la sécurité, mais ça a été un réflexe pour moi d'aborder cette stratégie et je la conseille à tout futur investisseur dans l'immobilier. Allez où vous connaissez. Même si on vous dit que peut-être à Fribourg, dans telle commune, il y a une opportunité à faire, allez où vous connaissez l'environnement, les gens, comment ça fonctionne, comment louer ensuite, etc. Je pense que c'est le plus important. Magnifique, il y a des opportunités partout et surtout, faites-vous conseiller par des vrais professionnels formés comme l'équipe d'ImmoCloud, par exemple. Surtout. Merci beaucoup David en tout cas pour cet épisode très intéressant et puis je te souhaite plein de succès, je vous souhaite plein de succès avec ImmoCloud. N'oubliez pas de mettre à jour votre site internet et de rajouter le 3e associé. Bien sûr, ce sera chouette. On manque un petit peu de temps. J'irai vérifier. Et puis à très vite, on se reverra au cours à la suite. Oui. Je commence à enseigner. Oui, j'ai entendu, félicitations. Je me réjouis de te croiser là-bas. Merci beaucoup, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Edouard. Ciao. Ciao.